Afrique des libertés, bonsoir. L'Afrique centrale peut-elle s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel? Bienvenue à ce programme, écrivez Good Life et protégez cette émission. Nous sommes le lundi 16 mars 2026. Je m'adresse à vous depuis la capitale de l'Afrique des libertés, Bamako, en terre bénie du Mali. L'Afrique centrale peut-elle s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel, AES? Écrivez Good Life et partagez massivement cette émission. N'oubliez pas de la protéger des mains coupables du néocolonialisme et de l'impérialisme qui tremblent chaque fois que votre serviteur prend la parole. Vous écoutez Wanda Christo Medley qui chante la pureté de cœur. Soyez salués à travers le Mali, à travers l'Afrique de l'Ouest, à travers l'Afrique continentale, à travers les diasporas africaines, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe, et je ne vous oubliez pas, vous mes amis d'Europe, d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, où que vous soyez. Excellente semaine du 16 mars 2026. Excellente dernière ligne droite à nos frères et sœurs musulmanes, musulmans qui sont dans le mois sacré du Ramadan et à nos frères et sœurs chrétiens qui sont dans le mois du carême. Infinie bénédiction dans toutes vos vies. L'Afrique centrale peut-elle s'inspirer de l'AES? Nemano, nemumani elonge, nemumano mama, nemumano mama, nemumano mama. Partagez massivement ce programme pour le protéger contre la censure qui s'abat sur nous de manière féroce. Ils ont mis en place un signalement contre notre page Facebook Franklin Nyamsi parce qu'ils ont peur de notre ministère de la vérité, justice, solidarité des Africains. Mais vous ne devez pas vous laisser impressionner par leurs fausses mentions, leurs mentions mensongères, essayant de présenter nos pages comme des pages à mensonges. Ata mabege joljong atara Yehova nyambe koli nilipe melobi sugon ye anyambe yon lipe anyambe yon lipe oh ata mabege joljong anwet ukoli nilipe Melobi sugon ye anyambe yon lipe mabege joljong. Nous commençons dans moins d'une minute. Continuez à partager ce programme malgré toutes les tentatives de nous empêcher. Partagez massivement ce programme qui tourne autour d'une seule question. L'Afrique centrale peut-elle s'inspirer de l'Alliance
des États du Sahel, de l'AES. Yon li penjon, men lobi soubon ye anyambe. Yon li penjon, ma beges jojon, ou koli nil be, ouais. Pour adhérer à notre mouvement des Lions et Lions Indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, commencez par rejoindre notre page Facebook Lions et Lions Indomptables de la libération panafricaine du Cameroun afin d'y interagir avec les cadres du mouvement qui vont vous mettre en présence de la documentation et trouver à ce moment-là le meilleur cadre pour votre intégration dans l'équipe de l'avenir et du présent camerounais. Africaines, Africains, je vous salue. Nous sommes le lundi 16 mars 2026 sur la Terre des Hommes. Je m'adresse à vous depuis l'oratoire mystérieux et suprême de l'Institut de l'Afrique des Libertés en terre bénie du Mali à Bamako. Ce soir, je voudrais aborder une question centrale. L'Afrique centrale peut-elle s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel? J'ai tout à fait conscience que cette question peut paraître à certains d'entre vous peut-être saugrenue, anodine ou alors banale. Mais je vous invite à faire simplement preuve de patience pour vous rendre compte que cette question a une dimension inouïe, que cette question a une dimension bien spéciale, extraordinaire, dès lors qu'on y médite sérieusement, dès lors qu'on y réfléchit sérieusement. En effet, la plupart des pays africains contemporains a été construite en république en s'inspirant du modèle des anciennes puissances négrières, des anciennes puissances coloniales, néocoloniales, des puissances impérialistes occidentales, celles qui avaient perpétré la traite des Noirs, la colonisation et le processus néocolonial contre lequel nous nous battons encore. De telle façon que il n'est pas difficile, si vous regardez les constitutions de la plupart des républiques du continent africain, vous vous rendrez compte qu'elles sont plus ou moins des copies des constitutions des républiques d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest, ou peut-être d'un certain nombre de républiques dites populaires qu'on retrouve notamment dans l'Europe de l'Est ou dans l'Asie. L'Afrique, après le congrès de Bandung, en Indonésie, avait proclamé le principe du non-alignement. Mais ce principe ne s'est pas clairement traduit dans les faits, puisque tout au long du XXe siècle, nous avons vécu dans un monde de la guerre froide, où globalement, les pays s'étaient rangés soit derrière le bloc de l'Est, soit derrière le bloc de l'Ouest. De telle façon que une cartographie politique africaine permet très rapidement de classer les pays africains en fonction de leur histoire négrière, de leur histoire coloniale, de leur histoire néocoloniale, de leur histoire même impérialiste contemporaine. Bien souvent, les pays africains, dans leur forme politique, étatique, ressemblent aux pays de ceux qui les dominent, de ceux qui les ont dominés. Voilà pourquoi il peut paraître saugrenu de poser la question de savoir si l'Afrique centrale, qui est aujourd'hui organisée autour de deux organisations politiques sous-régionales, à savoir la CEMAC d'une part et la CEEAC d'autre part, l'Afrique centrale qui est composée, si on prend la formule, CEMAC du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine, de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo-Brazzaville, et voilà,
J'ai cité le Tchad, le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, voilà. On a cette version-là, mais on a une version plus large. Si on s'intéresse à l'Afrique centrale au sens large du terme, on parle alors là de cette organisation qui s'appelle la CEAEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et là, on a l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, qui, en dernière date, commençait à se retirer de cette communauté en 2025. On a Sao Tomé et Principe, et puis on a le Tchad. Donc, a priori, en fait, celui qui regarde l'Afrique centrale aujourd'hui se rend compte qu'elle est composée de pays qui ont une histoire particulière. Soit ce sont des pays qui sont des descendants du processus colonial, eh bien, le processus colonial francophone, soit ce sont des pays qui sont issus du processus colonial, eh bien, lusophone, soit ce sont des pays qui sont issus du processus colonial hispanophone. Donc, on serait tenté de penser cette région à partir essentiellement de cette histoire et par conséquent de s'étonner qu'on veuille la comparer à une autre. Alors, si je donne cette conférence ce soir, c'est pour battre en brèche l'idée selon laquelle l'identité politique de l'Afrique en général et de l'Afrique centrale en particulier se limiterait à cette imitation, à cette copie plus ou moins conforme des grandes puissances négrières, coloniales, néocoloniales et impérialistes. Ce n'est pas vrai que l'histoire de l'Afrique en général et de l'Afrique centrale puisse se réduire à ces 600 dernières années. L'Afrique étant le premier continent d'habitation de l'homme, étant le berceau de l'humanité, est le continent qui a la plus longue histoire. La civilisation africaine est la plus ancienne civilisation humaine, elle est même la première. Donc, quelle que soit la manière de penser l'histoire mondiale, l'histoire universelle, l'histoire humaine, c'est à partir de l'Afrique que ce processus est possible. Toute autre approche de l'histoire de l'humanité qui élimine son origine dans la terre bénie d'Afrique, la terre sacrée d'Afrique, est une histoire néocoloniale, coloniale, impérialiste. Ce n'est pas une histoire digne de considération. Alors, si l'Afrique est une terre véritablement historique et longtemps avant toutes les autres terres, si c'est à partir même de la terre de l'Afrique que l'histoire de l'homme a commencé, on doit donc se dire qu'en effet, les Africains, s'ils veulent vraiment s'inspirer, s'ils veulent être inspirés, les Africains doivent pouvoir s'intéresser d'abord à l'humanité la plus ancienne qui soit, à savoir l'humanité africaine. Si on veut étudier sérieusement l'aventure de l'homme, qui qu'on soit sur la Terre, que l'on soit africain, asiatique, européen, américain, on commence par étudier, si on veut étudier l'histoire de l'homme, on commence par étudier l'histoire de l'Afrique. Et qui dit histoire de l'Afrique parle aussi de la civilisation africaine. Et dès lors qu'on doit parler de la civilisation africaine, on ne peut pas imaginer qu'on réfléchisse à ce que c'est que la politique dans le monde sans s'intéresser aux premières organisations politiques humaines qui sont les organisations politiques africaines. Donc, tous ceux qui s'étonnent que l'on envisage que l'Afrique centrale s'inspire de l'Alliance des États du Sahel sont seulement ceux qui ont oublié qu'en réalité, le monde entier doit d'abord s'inspirer de l'Afrique parce que l'Afrique est le lieu où a commencé l'aventure humaine. Et pendant plus de 6000 ans, l'Afrique a offert à la planète entière une civilisation rayonnante qu'on appelle la civilisation négro-égyptienne pharaonique. Précédemment donc une civilisation enracinée dans les terres de la Nubie actuelle. Cette civilisation qui pendant pratiquement 6000 ans a été le phare de l'humanité et qui a été magnifiquement étudiée et restaurée dans toute sa valeur et sa dignité par le grand cheikh Anta Diop, à elle seule devrait nous enlever le mauvais réflexe chaque fois que nous voulons penser la réalité politique africaine, de nous déporter tout naturellement vers les maîtres néocolonialistes, vers les maîtres colonialistes, vers les maîtres négriers, alors même que nous avons comme premier devoir
de nous demander comment vivaient sur cette terre africaine nos ancêtres les plus glorieux, ceux qui précédèrent de très loin les Occidentaux, les Orientaux, ceux qui précédèrent de très loin les civilisations africaines même que nous avons sur la terre. Donc, mes chers amis, je vous invite à constater que poser la question d'une inspiration de l'Afrique centrale par l'Afrique de l'Ouest, c'est en fait ramener l'Africain à un regard sur lui-même à partir de lui-même. C'est réimmerger l'Africain dans un regard sur lui-même à partir de lui-même. C'est amener l'Afrique à s'auto-interroger, à s'auto-examiner, à s'auto-critiquer. Pendant très longtemps, pour s'évaluer soi-même, l'Afrique est passée par le regard de l'oriental ou le regard de l'occidental. C'est dans le miroir des yeux du maître oriental et du maître occidental que l'Africain évaluait son degré, en quelque sorte, d'humanité dans ces 600 dernières années, dans la plupart des cas. Il est temps que l'Africain s'évalue lui-même, en se regardant et en se confrontant à d'autres Africaines, à d'autres Africains. Il est temps que la critique de nous-mêmes soit d'abord une autocritique de notre propre civilisation et de notre propre pratique sociale et politique. Si on comprend ce que je viens d'expliquer là, alors on comprend pourquoi c'est une question qui est très intéressante. L'Afrique centrale peut-elle s'inspirer de l'Afrique de l'Ouest et notamment de l'Alliance des États du Sahel? C'est une question qui a plusieurs présupposés et je voudrais commenter ces présupposés avant d'avancer en 4 arguments dans mon analyse. Le premier présupposé, c'est de comprendre que quand on dit l'Afrique centrale peut-elle s'inspirer de l'AES, on pose 2 questions dans une seule. L'expression peut-elle a 2 sens. Premier sens, est-ce que l'Afrique centrale, là, telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville, la Guinée équatoriale, les Sao Tomé et Principe, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils sont réellement capables? Je vais juste augmenter le volume lumineux. Excusez-moi mes chers amis, je vais juste augmenter le volume lumineux et ça va très bien se passer. Nous avons une solution quand la lumière vient à baisser un tout petit peu. Hop. Alors, hop. Excusez-moi. Je vais nous donner suffisamment de lumière avec voilà. Normalement, ça devrait aller. Très bien. Voilà. Donc, on peut s'installer sérieusement dans la question qui est posée et se demander, mais est-ce que très sérieusement, on peut compter? Est-ce qu'on peut compter sur l'Afrique centrale telle qu'elle est organisée aujourd'hui, ces pays que je viens de citer, pour que ceux-ci se tournent vraiment vers l'Alliance des États du Sahel et se demandent, mais qu'est-ce qu'eux, ils sont en train de faire et que nous pourrions faire? Ça pose le problème de la capacité. Ensuite, il y a une deuxième question qui est cachée dans la question, peut-elle? L'Afrique centrale peut-elle? Là, c'est la question de la légitimité. C'est la question de l'obligation morale. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que l'Alliance des États du Sahel fait quelque chose que l'Afrique centrale ne fait pas? Et quelque chose de bien que l'Afrique centrale devrait imiter, puisqu'il faut s'inspirer des bons exemples. Voilà comment se présente la question. Bon, il y a un autre implicite. Quand on dit l'Afrique centrale peut-elle s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel, cela signifie quelque part que nous écartons d'autres organisations d'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas prises en compte ici. Notre question a déjà un parti pris.
nous écartons a priori l'autre organisation de l'Afrique de l'Ouest qui était la plus connue jusqu'ici et qui précisément a été à l'origine, en raison de cette turpitude, de la naissance de l'AES, à savoir la CEDEAO. Pourquoi ne posons-nous pas la question de savoir si l'Afrique centrale peut s'inspirer de la CEDEAO? Bon, nous ne posons pas cette question parce que implicitement, nous voulons dire que l'Afrique centrale est aujourd'hui, à travers la CEMAC ou la CEAC, elle est dirigée par des organisations comparables à la CEDEAO. Il ne sert à rien de s'inspirer du même. La CEDEAO, qui, on l'a bien vu ces dernières années, dans une dérive complète, s'est mise à agir ouvertement pour les intérêts néocolonialistes français et impérialistes occidentaux contre le peuple africain, la CEDEAO est le clone de la CEMAC, le clone de la CEAC. Car la CEDEAO, la CEMAC, la CEAC sont toutes des organisations qui, directement ou indirectement, sont sous le contrôle des puissances étrangères à l'Afrique. Que ce soit par l'outil monétaire, par l'outil diplomatique, par l'outil de l'influence ou par l'outil, en quelque sorte, des conflits d'intérêts, la CEDEAO, la CEMAC, la CEAC ne sont pas des organisations véritablement au service des populations du continent. Donc la question qui est posée ici, à savoir, l'Afrique centrale peut-elle s'inspirer de l'AES? Mais cette question-là est une question qui déjà indique qu'il y a quelque chose dans l'alliance des États du Sahel, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'extraordinairement positif qui doit attirer notre attention. Voilà pourquoi nous parlons de cette alliance. Alors, une fois que nous avons clarifié les sous-entendus de cette question, nous allons maintenant l'affronter. Nous allons tenter d'y répondre sérieusement. Alors, si on est afro-pessimiste, si on est fataliste, si on est vraiment très triste et très découragé de ce que l'Afrique est, de ce qu'elle est devenue, on aura tendance à dire qu'il ne faut rien espérer des Africains parce qu'ils ont montré, ces 600 dernières années en tout cas, une extraordinaire capacité à être au service de ce qui est contre eux, à être contre leurs propres intérêts, à agir contre leurs propres intérêts. On pourrait vraiment être frappé d'un découragement, un découragement africain, et qui amène à dire de toutes les façons, que peut-on espérer d'un régime comme celui de Biya, du régime de Déby au Tchad? Que peut-on espérer du régime de monsieur le président Touadéra pour son 3e mandat commencé? Que peut-on espérer du régime Sassou Nguesso au Congo? Que peut-on espérer du régime dynastique des Obiang? Que va-t-on espérer du Gabon d'Oligui Nguema, dont on voit très bien que c'est un bateau ivre qui ne sait pas où il va? Qu'est-ce qu'on va espérer de la dictature quarantenaire de Paul Biya, qui est littéralement en léthargie totale? Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces gens-là? On pourrait tout de suite jeter l'éponge, car le moindre regard jeté sur l'Afrique centrale est extrêmement décevant. Quand vous comptez la totalité des pays de l'Afrique centrale, par exemple dans le cadre de la CEAC, vous avez près de pratiquement 6 millions de kilomètres carrés. Vous avez un territoire immense qui est infiniment plus grand que toute l'Europe de l'Ouest. Mais quand vous regardez le degré d'efficacité de cette somme d'États, de la CEAC ou de la CEMAC, dans la lutte contre la pauvreté, dans la lutte contre le chômage, dans la lutte contre la sous-éducation, dans la lutte contre l'instabilité et l'insécurité, dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre tout ce qui entrave le bien-être des populations, vous êtes frappé. Vous êtes frappé par le degré d'effondrement de la capacité humaine d'améliorer son propre sort. Donc, il y a en Afrique centrale, et même dans toutes les opinions africaines, un afro-pessimisme, un afro-fatalisme. Il y a une espèce de pitié, d'abandon de l'Afrique à elle-même, qui est une source de faiblesse psychologique, morale et spirituelle pour le continent africain. Donc, on aurait presque envie de dire, mais ne rêvez pas, de toutes les façons, ils ne vont jamais s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'ils sont dans une autre dynamique, la dynamique du pourrissement intérieur, la dynamique de l'abandon de soi, la dynamique du fatalisme, la dynamique de la gouvernance aveugle, la dynamique en quelque sorte de l'immédiateté, et que l'Afrique centrale est aussi sombre que le temps qu'il fait dans les forêts épaisses qui la couvrent encore pour quelque temps. Si je donne cette conférence, c'est parce que je ne souscris pas
Je ne souscris ni à l'afro-optimisme, ni à l'afro-pessimisme. Je ne crois pas qu'a priori un être humain puisse être perdu avant d'avoir combattu, avant de s'être battu. Je ne crois pas non plus qu'a priori une société humaine soit condamnée. Car en tout être humain, en toute société humaine, le Tout-Puissant, dans son génie sublime, a glissé quelque chose qui s'appelle une certaine dose de libre arbitre. Ce n'est pas un libre arbitre absolu. Nous ne sommes pas doués d'une liberté absolue, nous sommes doués d'une liberté relative. Mais cette liberté relative donne à chacun d'entre nous une marge d'action, que ce soit individuellement ou collectivement. Et pour cette raison, personne ne peut s'abandonner entièrement à la fatalité. Personne ne peut dire, puisqu'il en est ainsi, il en sera ainsi toujours, je n'ai rien d'autre à faire que de me laisser couler par le sens du vent. Donc je ne suis pas afro-pessimiste, mais je ne suis pas non plus afro-optimiste. Les afro-optimistes sont ceux qui disent « ça va aller, ça va aller, ça va aller ». Bref, qui croient que sans procéder à des opérations pratiques et concrètes, eh bien, il faut espérer qu'un jour, les choses vont s'améliorer. Alors, j'entends ça souvent au Cameroun, alors qu'on a affaire à une dictature abjecte et que nous devons nous rassembler pour nous libérer, eh bien, on entend souvent l'argument « laissons, de toutes les façons, il va vieillir, il va mourir, il va partir ». J'ai entendu ça au Cameroun jusqu'à ce que les gens se rendent compte que le vieux est en train de préparer son fils pour que son fils recommence le même itinéraire de souffrance qu'il a infligé pendant plus de 43 ans au peuple camerounais. Et là, ils ont dit « ah oh là c'est trop ». Non, c'est pas trop. Ce qui est trop, c'est le fait que nous abandonnions à quelque moment que ce soit de notre vie l'initiative de bâtir notre destin. À partir du moment où vous abandonnez cela, vous ouvrez la boîte de Pandore et vous acceptez toutes sortes de conséquences. Donc, je ne suis ni afro-optimiste, ni afro-pessimiste, parce que l'afro-optimisme comme l'afro-pessimisme consiste quelque part à renoncer en partie à sa propre responsabilité, renoncer à prendre des initiatives, renoncer à assumer les actes que nous devons poser pour transformer le monde dans lequel nous sommes. Il y a donc quelque chose d'extraordinairement décevant dans l'afro-optimisme comme dans l'afro-pessimisme, c'est l'abandon de soi. L'abandon de soi à la bonne chance dans l'afro-optimisme, l'abandon de soi à la malchance dans l'afro-pessimisme. Alors, je suis plutôt pour un certain afro-réalisme, mais en même temps une certaine afro-lucidité. Je pense que nous devons regarder l'Afrique telle qu'elle est et nous donner les moyens de la transformer en fonction du diagnostic que nous faisons. Nous devons avoir le courage de regarder notre continent, nos populations, nos États, nos nations, dans l'état où elles sont, où ils sont, et d'agir pour les améliorer. Et c'est ce que j'appelle pour ma part un afro-réalisme ou une afro-lucidité. Et c'est cette perspective que j'adopte ici. Alors, dans ces cas-là, quand on regarde ce que c'est que l'Afrique centrale aujourd'hui, on se rend compte que c'est un réseau de pays bloqués. C'est un ensemble de pays bloqués par plusieurs logiques dans lesquelles les responsabilités des peuples, évidemment, jouent un rôle essentiel. Nous sommes dans un réseau de pays bloqués. Alors, ce sont des pays qui sont bloqués par quoi? Beaucoup de ces pays sont restés dépendants de leurs anciennes tutelles coloniales, avec des relations privilégiées qui les lient à ces tutelles coloniales et qui se traduisent même par une exploitation et un pillage privilégié de leur territoire par leur puissance coloniale. Si vous regardez très bien, les liens qui continuent à lier le Congo à la Belgique, vous vous rendrez compte que ce sont des liens d'exploitation unilatérale. Si vous regardez les liens qui lient les pays qui ont été colonies françaises ou territoires sous tutelle française en Afrique centrale à la France, vous vous rendrez compte que la balance commerciale est toujours en faveur de la France. Donc, premier élément, ce sont des pays extrêmement dépendants de leurs anciennes tutelles coloniales. Et c'est pour ça que la comparaison avec l'AES va être importante. Deuxième élément extrêmement important, ce sont des pays qui ne se caractérisent pas par une référence puissante à leur propre tradition, à leur propre civilisation. Donc, ce sont des pays, par exemple, où les langues africaines sont les plus menacées. Je mets peut-être un peu à l'écart la Grande République démocratique du Congo, où les langues nationales sont encore très puissantes, notamment le Lingala.
Mais si vous prenez tous les autres pays, si vous prenez tous les autres pays d'Afrique centrale, vous vous rendez compte que les pays d'Afrique centrale sont les pays les plus acculturés. Sont les pays les plus acculturés, eh bien, d'Afrique. Sont des pays où les langues nationales sont en disparition à un pas accéléré. Ce sont des pays qui sont en train d'être complètement dépersonnalisés. Comme la plupart des individus en Afrique centrale est en train de vivre dans les villes, et comme dans les villes, ce sont les langues, eh bien, d'origine coloniale qui sont utilisées, le français, l'anglais, le portugais, etc., l'espagnol, vous vous rendrez compte que l'Afrique centrale se caractérise par une acculturation linguistique plus poussée. Par exemple, que l'Afrique de l'Ouest en général, ou que les pays de l'AES en particulier. Deuxième caractéristique, un sous-continent qui est en train de perdre complètement son identité culturelle. Troisième caractéristique de l'Afrique centrale, en comparaison par exemple donc à l'Afrique de l'Ouest, bon, l'Afrique centrale est une région où la tradition politique est une tradition individualiste. La politique internationale en Afrique centrale est beaucoup plus individualiste que la politique internationale en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'en Afrique centrale, les États ont tendance à se laisser mourir individuellement les uns les autres. Les États soit assistent passivement à la destruction les uns les autres, parfois même participent indirectement à la destruction les uns par les autres, mais en Afrique centrale, on a très rarement vu de véritables mouvements de solidarité interétatique, comparables à ceux qu'on peut voir en Afrique de l'Ouest. Je veux dire que ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe en République centrafricaine, ce qui peut se passer en République démocratique du Congo, ce qui s'est passé en Angola, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, n'a pas tant que ça mobilisé les autres pays. Les guerres et les tragédies qui ont frappé chacun de ces pays les ont frappés seuls. C'est à peine s'ils avaient un ou deux petits détachements d'un pays voisin venus essentiellement gagner des primes. Et non pas se battre à vie ou à mort pour protéger la patrie d'Afrique centrale. Donc, troisième phénomène, extrêmement prononcé en Afrique centrale, l'individualisme. L'individualisme politique. Un individualisme qui a une manière, en fait, de ne pas s'encombrer des problèmes des autres. Et une manière de ne pas s'assumer comme étant une communauté historique, une communauté politique. Et ça, c'est un troisième élément extrêmement frappant en Afrique centrale, cet individualisme. C'est-à-dire qu'en Afrique centrale, par exemple, on sait davantage, beaucoup de gens savent très bien ce qui se passe au Mali, mais ils ne peuvent pas vous dire ce qui se passe en Guinée équatoriale, ils ne peuvent pas vous décrire ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Si vous allez en Afrique centrale mener une enquête sur la connaissance des événements qui se déroulent dans les autres pays d'Afrique centrale, vous vous rendrez compte que cette connaissance est plus faible que celle que les citoyens d'Afrique centrale ont de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ou même en Europe. On arrive à une situation où on se rend compte que l'Afrique centrale n'intéresse pas beaucoup les habitants d'Afrique centrale. Elle ne les intéresse pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans l'environnement de l'individualisme politique. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Gabon, c'est le Gabon. La Guinée équatoriale, c'est la Guinée équatoriale. Les habitants d'Afrique centrale sont habitués à penser comme cela, dans un modèle mental individualiste. Ils sont habitués à penser dans les cloisons et dans les barrières. Voilà une troisième caractéristique. Enfin, il y a une quatrième caractéristique extrêmement flagrante en Afrique centrale. C'est que la mémoire commune des Africains d'Afrique centrale, ou si vous voulez des Centro-Africains, ou des Afro-Centraliens, parce que je ne veux pas confondre avec les Centrafricains, puisque c'est l'un des pays de l'Afrique centrale, la mémoire commune est très faible. Pourtant, tous ces peuples-là sont presque tous issus du moule bantou ou semi-bantou. Ils ont en commun une histoire civilisationnelle longue et similaire. Mais la mémoire commune, la mémoire de la communauté historique est très faible. Si vous menez par exemple une enquête auprès des collégiens, auprès des lycéens, parfois même auprès des étudiants en Afrique centrale, pour leur demander, en dehors de la guerre du Congo, qui est ce qu'on a appelé la Grande Guerre mondiale d'Afrique centrale, les années 97, donnant à 96, 95, 96, 97, donnant à 98,
avec l'avènement de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila au pouvoir, est-ce qu'il y a déjà eu une guerre rassemblant pratiquement tous les peuples d'Afrique centrale contre un envahisseur? On peut poser cette question. À la plupart des citoyens d'Afrique centrale, ils vous répondront non. Ils pourront vous dire il y a eu une guerre au Cameroun, il y a eu peut-être une guerre au Gabon, nous connaissons une guerre au Congo-Brazzaville, nous connaissons une guerre en République centrafricaine, etc. Mais très peu de citoyens de cette partie peuvent vous raconter des épisodes d'histoire où tous les peuples sont rassemblés en un seul. Or, pourtant, il a bel et bien eu lieu, il y a bel et bien eu une guerre, une insurrection générale de l'Afrique centrale contre le colonialisme français. Entre 1928 et 1931, on l'appelle la guerre du Congo-Wara, l'insurrection générale des peuples d'Afrique centrale. L'un des plus brillants historiens que la République centrafricaine ait jamais connu, le professeur Raphaël Sabakomada Yakoma, décédé en 1985, avait fait un remarquable travail et a rédigé une remarquable, vraiment un joyau d'histoire des civilisations politiques africaines du XXe siècle dans son ouvrage « L'Afrique centrale insurgée, la guerre du Congo-Wara ». Les citoyens d'Afrique centrale doivent lire l'œuvre du professeur Nzabakomada Yakoma pour se rendre compte que il y a très longtemps, il y a 100 ans, nos ancêtres en Afrique centrale se réunissaient déjà pour combattre le colon. Des peuples et des représentants du Tchad actuel, du Cameroun actuel, du Gabon, du Congo, de la Guinée équatoriale actuelle, de la République démocratique du Congo actuelle, s'étaient rassemblés pour combattre le colon français. Notamment dans le plateau d'Ubangi-Chari, sur la base d'une alliance des civilisations d'Afrique centrale. C'est un très bel ouvrage que je recommande à ceux qui ne le connaissent pas. La guerre du Congo-Wara mobilisa, nous dit la 4e de couverture, avec une soudaineté et une force étonnante, les populations d'Afrique centrale durant les années 1928-1931. Elle perturba l'ordre colonial de l'Afrique équatoriale française, elle suscita l'effervescence dans les milieux politiques de la métropole, elle acquit des soutiens de Moscou à Pittsburgh, puis, une fois l'ordre colonial rétabli, à quel prix elle fut oubliée. Oubliée des Occidentaux, pas des populations qui s'étaient soulevées. Son souvenir, les espérances et les solidarités nouvelles qu'elle avait forgées accompagnèrent dès lors les luttes pour l'indépendance. Monsieur Raphaël Nzabakomada Yakoma nous restitue dans cet ouvrage les causes, le déroulement précis, les prolongements et la signification de cet événement, posant ainsi un jalon essentiel pour une meilleure compréhension de l'histoire de son pays. Alors, si on pouvait, dans l'enseignement, dans l'éducation des écoliers, des collégiens, des lycéens, des étudiants d'Afrique centrale, leur faire prendre conscience de ces grandes initiatives sous-régionales, d'allure panafricaine, qui ont rassemblé tous les peuples de la sous-région contre la domination, on leur donnerait un élément de conscience qui manque et qui est l'une des causes de cet individualisme. Donc, je viens de décrire comme cela en 4 caractéristiques l'état d'esprit en Afrique centrale, l'état mental de l'Afrique centrale, que ce soit au plan individuel ou au plan collectif. Et c'est là qu'on doit se poser la question suivante. Quel est le problème central de l'Afrique centrale? Tous ces pays d'Afrique centrale, soit plus de 6 millions de kilomètres carrés de territoire, quel est leur problème central? Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi ils doivent s'intéresser à l'AES si on ne sait pas quel est leur problème central. Le problème central de tous les pays d'Afrique centrale, de mon point de vue, c'est l'absence de souveraineté. Absence de souveraineté spirituelle, absence de souveraineté culturelle, absence de souveraineté intellectuelle, absence de souveraineté socio-économique, absence de souveraineté politique. La caractéristique, le problème fondamental de l'Afrique centrale, c'est le problème de l'absence de souveraineté. J'entends par souveraineté la capacité d'être responsable de soi-même, sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Ce mot souveraineté vient du latin superus, qui veut dire le supérieur.
La souveraineté, c'est la condition de celui qui est son propre supérieur, celui qui se guide lui-même. Le souverain, c'est celui qui se guide lui-même. Et le problème central de l'Afrique centrale, c'est qu'elle n'est pas souveraine. Alors, les individus, pour la plupart, ne sont pas souverains. J'ai expliqué pourquoi. Mais les États le sont encore moins. Les États en Afrique centrale sont encore moins souverains que les individus. Parce que ce sont des États qui se sont abandonnés aux 4 problèmes que j'ai soulignés. À l'aliénation sous sa forme la plus accrue. Alors, la souveraineté en Afrique centrale, elle est aliénée. Spirituellement, culturellement, elle est aliénée économiquement, elle est aliénée politiquement. Et c'est une aliénation quotidienne. C'est-à-dire que l'Afrique centrale fonctionne à perte. Les économies d'Afrique centrale fonctionnent pour enrichir les économies du nord du monde. Le critère scientifique élémentaire pour s'en rendre compte, c'est la balance commerciale des pays d'Afrique centrale. Si vous prenez la balance commerciale des pays d'Afrique centrale et que vous la compariez à leurs partenaires européens, asiatiques ou américains, vous vous rendrez compte que les pays d'Afrique centrale sont tous gravement déficitaires. Et que les pays européens, les pays asiatiques, les pays américains sont amplement excédentaires. Autrement dit, l'Afrique centrale vit à perte. Elle vit d'être pillée, elle vit d'être appauvrie, elle vit d'être volée et elle s'est habituée. Prenez simplement ce que l'on prélève dans toute l'Afrique centrale en termes de bois, le bois. Les essences de la forêt d'Afrique équatoriale qui sont pillées par les multinationales asiatiques, les multinationales occidentales, les multinationales étrangères, ce qu'elles ramassent en termes de bois en Afrique centrale, c'est un scandale pour lequel je crois qu'on va décréter un deuil de 100 ans. Si vous vous intéressez aux industries extractives minières en Afrique centrale, que vous alliez voir le type de contrat que les États d'Afrique centrale se sont permis de signer avec des multinationales étrangères, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Ces États ont bradé les terrains diamantifères, bradé les terrains aurifères, bradé les terrains pétrolifères. Ils ont bradé les terrains uranofères. Tout ce qui, en Afrique centrale, est susceptible de générer des ressources naturelles à transformer sur place pour en accumuler la plus-value, cela est déjà sous préemption par des baux amphithéotiques, par des contrats scandaleux signés avec des multinationales asiatiques, des multinationales européennes, des multinationales américaines. Donc, le problème central de l'humanité en Afrique centrale, c'est la souveraineté. Cette aliénation par rapport au monde extérieur, elle se traduit à l'intérieur de l'Afrique centrale par une aliénation de l'homme d'Afrique centrale par rapport aux gouvernants. L'essentiel des gouvernements d'Afrique centrale tiennent le pouvoir par la violence, la corruption, le mensonge et l'exploitation de la diversité sociale à travers le tribalisme d'État. Je dis bien l'écrasante majorité des régimes d'Afrique centrale, si ce n'est la totalité, tiennent le pouvoir par la violence, tiennent le pouvoir par la corruption, tiennent le pouvoir par le mensonge d'État, tiennent le pouvoir par la manipulation de la diversité ethnique nationale, c'est-à-dire le tribalisme d'État. Voilà, ils tiennent le pouvoir par ces mécanismes ténébreux. Ce qui fait que le citoyen d'Afrique centrale n'est pas souverain. Il n'est pas souverain dans son pays puisqu'il n'est pas respecté par son propre gouvernement. Il est traité par son propre gouvernement comme un esclave. Et son propre gouvernement est traité par les gouvernements européens, américains, asiatiques comme un esclave. Ce qui fait que les peuples d'Afrique centrale, nos peuples en Afrique centrale sont des peuples qui sont esclaves d'esclaves. Ils sont esclaves de qui? Mais des dictateurs qui ont été imposés par les puissances étrangères à la tête de ces pays. Mais ces dictateurs, eux-mêmes sont esclaves de qui? Mais de leurs maîtres qui les ont imposés à la tête de ces pays. De telle façon que nous avons en Afrique centrale des peuples d'esclaves d'esclaves. Donc non seulement les États ne sont pas souverains, mais les individus le sont encore moins. D'où l'incapacité notoire
de nombreux intellectuels d'Afrique centrale d'affronter sérieusement le problème et d'en parler tel qu'il est. Beaucoup ont choisi, et bien tout naturellement, l'échappatoire de l'anticolonialisme dogmatique, c'est toujours la faute aux puissances étrangères. D'autres ont choisi l'échappatoire de l'explication mystique, l'explication superstitieuse. C'est la faute aux démons et aux esprits, mais très peu prennent conscience des mécanismes concrets par lesquels on est quotidiennement aliéné dans ce sous-continent. Et ces mécanismes sont, 1. La violence d'État, donc l'instrumentalisation de la police, de la gendarmerie, de l'armée contre la population. 2. La corruption, c'est-à-dire l'affaiblissement de la volonté morale des individus par des facilités imméritées. 3. Le mensonge, et le mensonge considéré comme une forme d'intelligence populaire, célébré par exemple dans mon pays natal sous la forme de la fémania. C'est la haute corruption accompagnée de la capacité de mentir froidement pour tirer profit. Et la division, l'exploitation de la diversité ethnique pour saucissonner les citoyens derrière des leaders tribaux et les empêcher de penser en citoyens nationaux. Donc voilà le problème central de l'Afrique centrale. Ce qui m'amène à la troisième partie de ma réflexion. Mais pourquoi l'AES peut-elle justement inspirer l'Afrique centrale? Mais parce que l'Alliance des États du Sahel s'attaque justement à ces 4 problèmes que nous avons en Afrique centrale. Nous avons 4 problèmes qui tournent autour de la question de la souveraineté. Nous avons un problème, c'est que la plupart de nos pays en Afrique centrale agissent le doigt sous la couture en obéissant à des dirigeants de pays étrangers. L'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, eh bien, ils ont mis fin à cette tutelle. Les décisions qui concernent le Mali se prennent ici à Bamako. Celles qui concernent le Burkina se prennent à Ouagadougou. Celles qui concernent le Niger se prennent à Niamey. Et les décisions qui concernent l'Alliance des États du Sahel se prennent par les 3 présidents rassemblés en confédération et s'imposent à tous les peuples. Donc, l'Alliance des États du Sahel remplit déjà un premier critère que les pays d'Afrique centrale, que ce soit ceux de la CEMAC ou ceux de la CEAC, ne remplissent pas. La décision en ce qui les concerne vient d'abord d'eux-mêmes. Premier point. Deuxième point intéressant. L'Alliance des États du Sahel est faite de pays qui ont conservé un fort enracinement dans la tradition africaine multiséculaire. La charte qui a fondé cette alliance ne s'appelle pas par hasard la charte de Liptako-Gourma. Le Liptako-Gourma, c'est une région intermédiaire aux 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et c'est une région où on trouve justement des groupes ethniques qui appartiennent à tous ces pays et qui constituent littéralement leur trait d'union. Pourquoi? Mais parce que les dirigeants sahéliens ont compris qu'une véritable révolution doit toujours s'enraciner dans la renaissance culturelle. Voilà quelque chose qui manque à l'Afrique centrale. L'Afrique centrale résiste à l'obligation d'une renaissance culturelle. Alors que l'Alliance des États du Sahel y est totalement engagée. Elle est en marche ici. Non seulement ils valorisent leur langue, non seulement ils valorisent leur culture, non seulement ils valorisent leur manière de manger, leur manière de s'habiller, leur manière de chanter, leur manière de vivre, et défendent avec bec et ongles leurs principes de civilisation, mais ils sont en train de couler cela dans le marbre de leurs institutions. Troisième niveau, l'Alliance des États du Sahel s'est engagée dans le processus d'indépendance économique. Et cela par le processus de nationalisation des pans stratégiques des économies de leur territoire et le contrôle prioritaire des ressources naturelles rares et exceptionnelles, à savoir l'or, le diamant, l'uranium, le pétrole, le gaz, le manganèse, le lithium, le coltan, le bauxite. Toutes les ressources naturelles rares et exceptionnelles sont en train d'être reprises les unes après les autres dans la main des États souverains. Mais c'est ce qui manque à l'Afrique centrale. Il manque à l'Afrique centrale
cette capacité de reprendre l'initiative du contrôle de son économie. Et l'Alliance État du Sahel est en train de le faire. Maintenant, il y a une quatrième chose, une quatrième caractéristique de l'Alliance des États du Sahel dont l'Afrique centrale a besoin. C'est que la force armée dans le Sahel est mise au service de la défense du peuple contre ses ennemis. Elle n'est pas utilisée contre le peuple. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, l'armée ne sert pas à combattre le peuple. Elle sert à le défendre et à le protéger. Et voilà pourquoi les armées maliennes, burkinabées et nigériennes sont les armées les plus aimées des peuples africains en général et de leur propre peuple en particulier. Donc, quatrième caractéristique, la violence de l'État est orientée contre les véritables ennemis de l'État, les terroristes et leurs parrains impérialistes. Alors qu'en Afrique centrale, la violence de l'État est prioritairement orientée contre les populations civiles. Les populations civiles du Mali, du Burkina Faso et du Niger savent que leurs armées sont au combat pour elles. Et les armées des pays de l'AES sont presque toutes en passe de devenir des armées populaires, c'est-à-dire des armées qui intègrent tous les citoyens des générations en âge de combattre dans le dispositif de défense. Regardez par exemple la stratégie de la mobilisation populaire qui est en cours au Niger. Regardez la stratégie des VDP, des Wanyignan au Burkina Faso. Regardez comment l'armée malienne s'est redressée en moins de 5 ans sous le président Assimi Goïta et ses compagnons par une intégration d'énergie vive et une constitution de bataillons intrépides que la population aime. Non pas parce que ce ne sont pas des bataillons puissants et violents, mais parce que leur puissance et leur violence ne sont pas retournées contre le peuple. Quand l'armée malienne reçoit le matériel pour combattre, le peuple malien sort pour applaudir. Alors que quand les armées camerounaises, gabonaises, congolaises sont en train de recevoir du matériel pour combattre, les peuples tremblent. Même au Tchad, le peuple tremble. Parce qu'il se dit, cette armée-là va retourner ses armes contre nous. Donc, une quatrième dimension, la violence de l'État en alliance des États du Sahel n'est pas retournée contre le peuple. C'est une violence qui est orientée contre les ennemis du peuple. Que ce soit donc des ennemis internes, c'est-à-dire des traîtres à la souveraineté, ou des ennemis externes, c'est-à-dire les impériaux terroristes. Voilà 4 points pour lesquels l'Afrique centrale doit s'inspirer de l'AES. C'est objectif, c'est incontestable. C'est ce qui nous manque en Afrique centrale. L'Alliance des États du Sahel est donc un modèle de reconquête interne et externe de la souveraineté. Je vous rappelle que cette reconquête de la souveraineté n'est pas parachevée ici, dans l'AES. L'Alliance des États du Sahel ne s'est pas encore dotée de sa propre monnaie. Et elle sait, et elle le dit, que la monnaie est un outil de souveraineté. L'Alliance des États du Sahel n'a pas fini de parachever son intégration politique. Elle travaille pour cela. Elle est passée de l'Alliance à la Confédération et elle travaille pour passer de la Confédération à la Fédération. Elle y travaille. Mais le chantier, ce chantier-là de rassemblement en puissance, qui fait la force de l'Alliance des États du Sahel, eh bien, ce chantier doit être ouvert en Afrique centrale pour qu'on ait un effet de masse et de puissance pour tout le continent. Donc, ceci me permet de conclure ma démonstration. L'Afrique centrale doit bel et bien s'inspirer de l'AES parce que elle n'a pas ce que l'AES a de bon. Un proverbe d'Afrique centrale dans la langue douala du Cameroun dit que Mouna Nyongo a boukité owa bambelemo koda. Quand ton frère te dépasse, porte sa chaise. Les peuples d'Afrique centrale, les forces politiques d'Afrique centrale, les gouvernements d'Afrique centrale doivent avoir l'humilité de reconnaître que l'AES montre le bon chemin. Cette humilité intellectuelle est la base de toutes les véritables révolutions. Il y a intérêt à s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel. Pourquoi? Parce que nous avons une identité de problème. Nous avons le même problème. L'Alliance des États du Sahel est en train de résoudre le problème de la souveraineté. C'est ce problème que nous avons.
Simplement, nous, en Afrique centrale, on ne s'est pas mis en chemin. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes en chemin. Il est important de s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel parce que cela va créer une masse révolutionnaire panafricaine qui va faciliter l'émancipation du continent tout entier. Et c'est une question vitale. Vous savez très bien que les peuples qui ne sont pas rassemblés dans des puissances sont faciles à écraser par les impériaux terroristes. Vous voyez la force de l'Iran, c'est un pays d'1,648,000 km² et qui bénéficie d'alliances fortes. D'accord? Donc nous avons tout à fait intérêt en Afrique centrale à nous mettre en mouvement. Maintenant, je veux répondre à une question essentielle. Quelle est la clé de voûte de tout ce système? Qu'est-ce qui va faire basculer l'Afrique centrale, eh bien, dans la dynamique vertueuse de l'Afrique, de l'Alliance des États du Sahel? La bascule arrive toujours lorsqu'il y a une alliance entre les élites patriotiques panafricanistes de l'armée et celles de la société, afin d'obtenir un régime au service des intérêts du peuple et non pas des intérêts des puissances étrangères. Le moment clé dans tous les pays d'Afrique centrale sera le moment où il va y avoir une alliance entre les forces patriotiques et panafricanistes des forces de défense et de sécurité et les forces panafricanistes et patriotiques des sociétés civiles, afin d'instaurer une transition vers des républiques authentiquement panafricaines et vers une alliance panafricaine d'Afrique centrale, APAC. Si vous regardez l'histoire récente du Mali, du Burkina Faso et du Niger, vous verrez que c'est lorsque des éléments de cette nature se sont agglutinés à l'intérieur de la société civile politique et à l'intérieur de l'armée, et que les deux noyaux ont fait fusion, que ces pays ont commencé la marche glorieuse dans laquelle ils sont. C'est ce qui s'est passé entre, mettons, 2019 et 2021-2022, ici au Mali. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso entre 2021 et 2022. C'est ce qui s'est passé au Niger en 2023. Il a fallu qu'à un moment donné, les éléments conscients, patriotiques et panafricanistes de l'armée prennent toutes leurs responsabilités avec l'appui des éléments conscients, patriotiques et panafricanistes des sociétés civiles. Ce sont ces deux molécules-là qui constituent l'oxygène de la libération politique africaine. Tous ceux qui ont vraiment pour souci de rendre à l'Afrique centrale sa souveraineté perdue et de faire participer l'Afrique centrale au grand mouvement de libération géopolitique du continent, vont travailler à rapprocher ces deux molécules essentielles, ces deux atomes essentiels de l'oxygénation politique africaine aujourd'hui. Ce qui a marché ici au Sahel, je le répète, c'est l'alliance entre les éléments patriotiques panafricanistes de l'armée et les éléments patriotiques panafricanistes de la société civile. C'est ce qui a marché au Mali, c'est ce qui a marché au Burkina Faso, c'est ce qui marche au Niger. Et c'est ce sur quoi les véritables travailleurs politiques en Afrique centrale doivent se pencher, à construire des alliances entre les patriotes de tous les secteurs des forces vives de la nation en vue de hâter l'avènement de régimes comparables à ceux que nous avons ici. L'Afrique centrale ne peut pas simplement s'inspirer de l'AES. Elle en a la capacité humaine, intellectuelle, morale. Il faut qu'elle se la donne. Mais en fait, elle doit le faire. C'est urgent. Pourquoi? Parce que les plans des néocolonialistes et des impérialistes occidentaux ne vont pas nous attendre. Ils ont prévu, et vous le voyez déjà avec les nouvelles attaques de l'organisation de l'État islamique en République démocratique du Congo, ils ont prévu d'envahir massivement la région d'Afrique centrale avec des groupes abusivement appelés djihadistes qui vont semer la sueur, le sang et les larmes dans tout le bassin du Congo. Les impérialistes qui ont détruit la Libye, organisé l'invasion du Sahel, sont en train de projeter actuellement des troupes terroristes à l'intérieur de l'Afrique centrale, très en profondeur. Maintenant, ces troupes sont même projetées au niveau de la République démocratique du Congo, dans la région de l'Ituri, où associée à l'ADF, une milice criminelle
ougandaise, ces troupes sont en train de défigurer l'Afrique centrale. Et il faut que tout le monde sache que c'est par groupes, par grappes entières, que des groupes terroristes sont en train d'être balancés dans la forêt équatoriale. Jusqu'ici, la plupart des pays d'Afrique centrale avaient, pour ceux qui sont vraiment au cœur de l'Afrique centrale, des problèmes à leur frontière nord. Là, on va se retrouver avec des pays comme le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale. Ces pays-là vont se retrouver avec des groupes terroristes à leur frontière sud. C'est-à-dire ils vont se retrouver encerclés. Donc, à mon avis, il y a une urgence. Il y a une urgence particulière en Afrique centrale de construire l'Alliance des peuples d'Afrique centrale parce que la déstabilisation impériale terroriste, elle n'attendra pas. La déstabilisation impériale terroriste n'attendra pas. L'AES a été créée pour contrer le plan que l'OTAN avait de mettre le Sahel à feu et à sang pour pouvoir le piller en y maintenant opportunément des armées. C'est comme ça que l'AES a été créée. C'était pour contrer le plan de dépeçage du Sahel par l'OTAN. Si l'Afrique centrale ne crée pas dans un délai très rapide, très urgent, l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, sur le modèle de l'Alliance des États du Sahel, l'Afrique centrale va être exposée, elle va être exposée à une très grave surprise. Quelle est la très grave surprise qui attend l'Afrique centrale? Se retrouver envahie par des groupes terroristes, non pas seulement à ses frontières nord, mais également à ses frontières sud, est, ouest et centre. Ils sont en train de projeter l'État islamique et Al-Qaïda en Afrique centrale. Et pendant qu'ils sont en train de le faire, les dirigeants d'Afrique centrale, les gouvernements d'Afrique centrale sont endormis dans des organisations régionales qui ne servent à rien, comme la CEMAC et la CEAC. Ils ne voient pas venir le grand danger. Actuellement, c'est la République démocratique du Congo qui est envahie. Le Cameroun est constamment attaqué par sa frontière nord. En même temps que le Tchad, lui, il est attaqué à l'ouest. Le Nigeria à sa frontière nord-est. Tous ces gens-là sont installés là depuis un moment. Mais ce que l'on ne veut pas voir, c'est que maintenant, ils ont été projetés au cœur de la forêt équatoriale. Il va y avoir des attaques terroristes au Congo-Brazzaville, des attaques terroristes au Gabon, des attaques terroristes en Guinée équatoriale, c'est-à-dire au sud du Cameroun. Ce qui n'était pas arrivé depuis que ce schéma de déstabilisation du continent a commencé. La République démocratique du Congo va avoir plusieurs groupes terroristes, en plus des mercenaires de l'impérial terrorisme occidental que le Rwanda et l'Ouganda ont fait entrer. Ils veulent diviser la République démocratique du Congo en plusieurs califats. Les groupes terroristes sont déjà au Mozambique. Al-Qaïda, l'État islamique combattent déjà contre l'armée mozambicaine. Donc, il faut que vous vous rendiez compte qu'on est en train de partager l'Afrique. On est en train de partager l'Afrique sous le voile, sous le masque de groupes terroristes. Et ce partage est d'autant plus facile qu'on arrive dans des régions comme l'Afrique centrale où il y a des organisations sous-régionales qui ne valent rien, qui ne servent à rien, qui ne font rien de bon et dont les fonctionnaires, à la limite, justifient leur salaire par leur simple présence dans les services. Il faut que l'Afrique centrale se réveille, qu'elle retrouve la flamme de 1928. Il faut que l'Afrique centrale arrête de dormir debout. Et elle a un exemple, elle a un modèle, c'est incontestable, c'est l'Alliance des États du Sahel. Alors, je vais répondre pour finir aux objections. Les critiques de l'Alliance des États du Sahel sont connues. La première catégorie de critiques sont ceux qui disent « Mais les pays de l'Alliance des États du Sahel ne sont pas en train d'organiser les élections. Ah, ces pays-là sont des dictatures. » Mais c'est une critique superficielle. Elle est superficielle parce que vous avez été élevé à un petit lait mensonger qui consiste à vous faire croire que s'il y a eu des élections dans un pays, alors ce pays-là est démocratique. Qui vous a dit que l'élection suffisait à faire qu'un pays soit démocratique? Est-ce que vous avez étudié l'histoire du mécanisme électoral? Ça, c'est le premier point. Écoutez, entre un pays où il y a eu une élection et le président vole l'argent pour le garder en Suisse, comme le font la plupart des dirigeants d'Afrique centrale,
Et un pays où il n'y a pas eu élection, mais où le président rend compte en permanence à l'Assemblée populaire, rend compte en permanence au Conseil national de transition, rend compte en permanence de l'usage qu'il fait des deniers publics et les investit dans le pays. Et ne les prend pas pour les planquer à l'étranger. Quel pays préférez-vous? Quel pays préférez-vous? Vous qui êtes tombé dans la mythologie, hein, les élections. Si les élections sauvaient, il y a longtemps que l'Afrique centrale serait sauvée. C'est la championne des élections. Regardez ce qui vient de se passer en République du Congo. Est-ce que ça valait la peine d'organiser cette soi-disant élection? Mais pourquoi organiser une élection alors qu'on sait que le président Sassou va s'autoproclamer élu dans tous les cas? Pourquoi organiser ça? Au Cameroun, on a organisé les élections du 12 octobre 2025. Pourquoi? Biya devait déjà s'autoproclamer élu. Tout le monde le sait. Ouattara en Côte d'Ivoire, pourquoi il organise les élections? Tout le monde sait. Il a chassé Laurent Gbagbo, il a chassé Guillaume Soro, il a chassé Tidjane Thiam. C'était pourquoi? C'était pour se proclamer élu. Pourquoi ils organisent les élections? Mais ça sert à quoi d'organiser les élections en sachant très bien que vous avez déjà gagné sur le papier. Vous vous êtes déjà proclamé gagnant. C'est tout ça qui doit débarrasser les Africains de ce mythe des élections à tout prix. Les élections, ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas un système politique crédible, d'ailleurs même si vous organisez les élections avec une population corrompue, c'est très dangereux. Parce que c'est une population corrompue qui va faire arriver au pouvoir des vendeurs d'illusions et des aliénés qui vont ramener le pays entre les mains du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Oui! Je vous rappelle que ce sont des élections qui ont amené Hitler au pouvoir en Allemagne. Rétrospectivement, ceux qui ont organisé les élections et ont laissé Hitler gagner les élections, et s'ils avaient raison. Donc, à quoi sert-il d'organiser des élections alors que les conditions pour que puissent s'exprimer les principes de souveraineté de la nation ne sont pas réunis? Ça sert à quoi? Donc la critique qui consiste à dire ce ne sont pas des démocraties, non, il faut les juger par leurs résultats. Ce qu'on appelle les soi-disant démocraties du continent, qu'est-ce qu'elles ont produit? La soi-disant donc démocratie du Congo-Brazzaville, ça donne quoi? Celle du Cameroun, ça donne quoi? Dans tous les pays là où on dit qu'on a fait des élections, la Côte d'Ivoire, ça donnait quoi? Quel est le pays d'Afrique francophone qui a décollé? Parce qu'il y a eu des élections. Regardez même comment le Sénégal est en train d'être rétrogradé à cause du comportement de son élite. Parce que c'est une élite qui est parvenue au pouvoir par élection, mais en même temps qui est entièrement, en tout cas en partie, dépendante encore de la tutelle néocoloniale française. Donc, il faut s'éloigner de l'illusion que l'élection soit la condition sine qua non de la légitimité du pouvoir. D'autres processus de légitimation du pouvoir sont tout à fait comparables à celui de l'élection. Deuxième objection, les pays de l'AES, vous dites que c'est des pays souverainistes, mais ils sont à la botte de Moscou. Ceux qui le disent sont des gens qui ne connaissent pas l'Alliance des États du Sahel et qui ne connaissent même pas la Fédération de Russie. La Russie ne dicte rien à personne. C'est un partenaire dans la coopération dite du monde multipolaire et dans un environnement anti-impérialiste et anticolonialiste. Ce ne sont pas les Russes qui décident au palais présidentiel de Koulouba, à Bamako. Alors que quand on était dans la coopération avec la France, c'est elle qui décidait et qui dictait ses 4 volontés aux dirigeants du Mali. Les Russes ne décident pas au palais à Ouagadougou, au palais présidentiel de Koulouba à Ouagadougou. Non. Les Russes ne décident pas là-bas. C'est le gouvernement burkinabé qui décide, c'est le président du Faso qui décide. Les Russes ne décident pas à la place du président Abdourahmane Tchani. Ce n'est pas vrai. Venez au Sahel, venez visiter le Sahel et venez nous dire où vous avez vu les Russes assis en train de dicter. Même dans une déclaration de presse. Regardez la prudence avec laquelle les missions diplomatiques russes se comportent ici au Sahel. Est-ce que vous les voyez parler là comme les missions diplomatiques néocolonialistes occidentales? Vous les voyez se mêler là des affaires africaines, matin, midi et soir? Même pas. Donc, ce n'est pas le même type de coopération, mesdames et messieurs. La coopération russo-africaine n'est pas une coopération néocoloniale. La Russie ne vient pas nous imposer sa langue.
Elle ne vient même pas nous imposer son modèle politique. La Russie vient en Afrique parce qu'elle a des intérêts pour l'Afrique. Et les Africains vont avec la Russie parce qu'ils peuvent en tirer des intérêts pour l'Afrique. La Russie obtient ce qu'elle veut et l'Afrique obtient ce qu'elle veut. L'Afrique de l'Alliance des États du Sahel n'est pas au service de la Russie, elle est au service d'elle-même. La Russie n'est pas au service de l'Alliance des États du Sahel, elle est au service d'elle-même. Ce sont les deux intérêts vitaux des deux parties qui sont en convergence. Ce n'est pas le même type de coopération. On n'est pas dans une colonie russe ici à Bamako, ce n'est pas vrai. Celui qui vous dit ça, il est assis à Malabo, à Libreville, à Yaoundé, il est assis à Dakar, il radote, il raconte n'importe quoi. Il faut venir ici à Bamako. Alors que si on vient à Libreville, si on vient à Yaoundé, on peut vous montrer ces gens-là en train de coordonner vos services. Si on va à Abidjan, on retrouve les militaires américains en train de coordonner l'état-major. On va au Bénin, on les voit. La coopération russo-africaine est encadrée. Je dis bien encadrée. Nous ici, au Sahel, nous ne nous sentons ni de près ni de loin, ni envahis, ni ingérés, ni dominés, ni écrasés par la présence des alliés russes. Ils n'ont pas une présence, comment on va dire, encombrante. Ils ne se mêlent pas de tout. Ils s'occupent de leur mission. Et s'y tiennent. Et restent dans leur périmètre. Voilà la vérité. La deuxième objection, on va aller sur... Non, la Russie n'a même pas besoin de coloniser l'Afrique parce que la Russie est un État-continent. C'est l'un des rares pays européens qui a presque tout ce que l'Afrique a. Ils l'ont aussi. On dit avec raison de la Fédération de Russie qu'elle peut vivre en autarcie, c'est-à-dire en exploitant seulement ce qui est produit par son sol. Ce n'est pas une puissance pauvre. C'est une puissance riche, naturellement riche. Donc elle coopère avec l'Afrique sur des bases radicalement différentes. Rien n'est parfait. C'est pareil pour la Chine. Rien n'est parfait. Les puissances ont des intérêts. Elles sont voraces. Il faut négocier. Mais pour négocier avec des puissances, il faut se rassembler en puissance. Si vous êtes seul comme Mali face à la Russie, vous négocierez moins bien que quand vous êtes en AES. Si vous êtes seul comme Cameroun face à la Chine, mais vous négocierez moins bien que si vous êtes en alliance des peuples d'Afrique centrale. Pour négocier avec les puissances, il faut monter en puissance. C'est une loi de l'histoire. Et nous n'avons pas à être flattés pour cela. Mais que personne ne vous dise, voilà, on dit que les pays d'Afrique francophone sont sous la domination de la France-Afrique. Mais l'AES, ce ne sont pas des valets de la Russie. Il n'y a pas de valets de la Russie ici. Et la Russie n'aime pas qu'on se comporte envers elle comme un valet. La Russie n'aime pas ça. Il n'y a pas de place en Russie pour ça. Parlez-moi des opposants africains qui sont bichonnés par la Russie. Est-ce qu'il y en a un seul? Quels sont les opposants africains bichonnés par la Russie, qui obtiennent ceci ou cela? La Russie a une ligne diplomatique incroyable. Elle consiste à négocier ses intérêts avec ceux qui ont la réalité du pouvoir. La Russie ne porte pas de jugement de valeur sur la nature du pouvoir africain. Elle négocie ses intérêts avec ceux qui détiennent le pouvoir. Que ce soit un dictateur qui est au pouvoir, ou que ce soit un démocrate, ou que ce soit un patriote, s'il passe un accord avec la Russie négocie avec lui son accord. Et elle s'y tient. C'est-à-dire que la présence russe en Afrique, elle est même sans prétention idéologique radicale. La seule limite étant que, dès lors qu'on les amène à passer un accord, il ne faut pas les mettre en difficulté en trahissant l'accord. Mais il n'y a même pas de rigidité idéologique. C'est pour ça que vous vous rendez compte que la Fédération de Russie entretient des relations correctes avec le régime du Cameroun, le régime du Congo-Brazzaville, le régime du Tchad. La plupart des régimes là qui ont signé des accords avec la Fédération de Russie, ils opèrent avec elle. Mais c'est la même qui est pourtant l'allié privilégié de l'Alliance des États du Sahel. Et qui soutient l'Alliance des États du Sahel, en sachant très bien que c'est dans son propre intérêt à elle aussi, de ne pas laisser l'Afrique à la merci de la prédation occidentale. Il faut participer au renforcement de la souveraineté africaine
pour protéger la souveraineté russe. Il faut avoir des amis forts pour être fort. Quand vous avez des amis faibles, vous êtes faible en fait. Parce que ça veut dire que vous êtes seul. Donc voilà ma réponse à cette objection. Je la lis souvent dans les... Et puis, troisième objection. Bon, alors, professeur, est-ce que vous êtes en train d'appeler implicitement ou explicitement à un coup d'État, à une succession de coups d'État en Afrique centrale? Mais je n'ai pas besoin d'appeler. Je constate d'abord que l'Afrique centrale est essentiellement dirigée par des putschistes civils et militaires. C'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas moi qui introduit le coup d'État en Afrique centrale. Il y est déjà. Sauf que ce ne sont pas souvent les bons coups d'État que nous avons en Afrique centrale. Alors qu'ici, dans l'AES, on a eu les bons coups d'État, c'est-à-dire des coups d'État révolutionnaires en faveur des intérêts populaires. Prenons les pays un à un. Le Tchad, ce n'est pas un militaire. Il est arrivé au pouvoir par coup d'État en 2021. Oui ou non? Oui. C'est le président de l'Assemblée nationale qui devait être président, non? Lui, il a pris par coup d'État. Par la suite, il a organisé ce que vous aimez bien entendre, les élections. OK? Le président de la République centrafricaine, certes, il vient d'ouvrir le chemin pour un troisième mandat. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. Ou bien c'est faux? C'est ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel. Et quelle que soit sa manière de tourner, la modification constitutionnelle qu'il a faite, elle fait partie de la tradition des coups d'État constitutionnels. On se déplace, on va en Guinée équatoriale, mais le président de la Guinée équatoriale, il est là par coup d'État. Il a pris le pouvoir par coup d'État en 1979 contre son oncle Mathias Nguema, jusqu'aujourd'hui. Ensuite, il a organisé des élections. Ok, d'accord. Mais il est venu par coup d'État. On continue. Le président du Congo-Brazzaville, mais c'est un général d'armée, il est là par coup d'État. Et il n'en est pas son premier. Il a fait des coups d'État civils, il a fait des coups d'État militaires. C'est vrai ou c'est faux? Bon, le président de mon pays natal, le Cameroun, il est là comment? Mais par coup d'État civil. C'est un fraudeur aux élections, modificateur de constitution, tripatouilleur de constitution. C'est un autocrate. Lui, c'est un putschiste civil. Oligui Nguema, ben, il est là par coup d'État, dis donc. Il a fait un coup d'État, non? Tout le monde, vous n'étiez pas là. Après, bon, il a organisé ce que vous aimez entendre, les élections. Hein? Donc, ceux qui vont me faire l'objection suivante. Professeur Franklin Nyamsi, mais vous êtes en train de dire qu'il faut qu'il y ait des coups d'État en Afrique centrale, comme il y en a eu en Afrique de l'Ouest. Je vous dirais, oh chiche, c'est déjà le cas. Tous les pays d'Afrique centrale sont dirigés par des putschistes. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de quelle nature est le coup d'État. Tous les coups d'État ne se valent pas. Ici, au Sahel, nous avons eu des coups d'État révolutionnaires au service des intérêts populaires. Et c'est ce qu'il faut espérer en Afrique centrale. S'il y a coup d'État en Afrique centrale, on n'aimerait pas que ce soit les coups d'État civils à la Biya ou les coups d'État militaires au service des intérêts étrangers à l'Afrique. Non. À la Oligui Nguema et consorts. Non. On aimerait à la limite que ce soit des révolutions populaires. Donc, je n'invente pas la glace. L'Afrique centrale est déjà sous l'emprise de coups d'État, mais sont des coups d'État néocolonialistes. Ce sont des coups d'État autocratiques. Ce ne sont pas des coups d'État révolutionnaires. Alors, imiter l'AES, c'est en effet aller vers le changement révolutionnaire. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas moi qui introduit le thème du coup d'État en Afrique centrale. Le coup d'État, il est déjà dominant. Tous les dirigeants d'Afrique centrale ont perpétré des coups d'État, soit militaires, soit civils. Écrivez ça. Donc, aucun d'eux ne peut donner des leçons de coup d'État à quelqu'un. Parce que chacun en a fait, au moins un. C'est vrai ou c'est faux? Donc, maintenant, il est temps de penser aux intérêts de la population. Il est temps de se demander, mais comment ces peuples d'Afrique centrale vont vivre? L'OTAN est en train de positionner ces groupes terroristes en profondeur dans la forêt équatoriale. Ils sont en train de les faire entrer en Afrique. Ils sont en train de tuer maintenant dans l'Ituri. Bien sûr, ils seront pleins dans l'Ubangi-Chari. Ils seront dans la forêt équatoriale camerouno-congolo-gabonaise. Ils seront partout. Entre-temps, est-ce que c'est la CEMAC et c'est la CEAC qui vont nous permettre de nous en sortir? Non! Est-ce que ce sont les coups d'État néocolonialistes qui ont fait les régimes d'Afrique centrale qui vont nous permettre de nous en sortir? Non! On a besoin de révolutions panafricanistes. Et s'il y a des dirigeants qui sont au pouvoir et qui décident de comprendre qu'ils doivent changer, ils doivent aller vers la révolution panafricaniste.
Qu'est-ce qui les empêche d'aller vers la révolution panafricaniste? C'est parce qu'ils ont des intérêts, ils ont partie liée avec les puissances néocolonialistes, c'est-à-dire des puissances ennemies de la souveraineté africaine. Tout dirigeant d'Afrique centrale qui comprend ce que je suis en train de dire va engager le tournant panafricaniste. Mais oui, la seule solution pour les dirigeants qui sont là, s'ils ne veulent pas être emportés par la révolution populaire qui arrive, c'est de changer eux-mêmes. Mais il est difficile à un morceau de bois mort plongé dans l'eau de se transformer en crocodile, comme dit le proverbe. Bien souvent, ils ne changeront pas. Dans leur manière inimitable de s'asseoir, ils vont continuer à faire la vieille politique néocoloniale et ils seront balayés par le cours de l'histoire. Donc voilà les réponses que je peux apporter aux objections habituelles qu'on entend lorsqu'on parle de l'AES aux gens. Il y a une dernière peut-être que j'ai lue sur les réseaux sociaux africains. Elle consiste à dire « Tes solutions là que tu proposes sont seulement valables en Afrique de l'Ouest parce que en Afrique de l'Ouest, les gens te trouvent génial. Mais en Afrique centrale, tes solutions ne s'appliquent pas parce qu'il y a des gens plus malins, plus intelligents que toi. » Bon, ceux qui le disent, ils n'ont qu'à comparer le résultat de la politique d'Afrique centrale et le résultat de la politique d'Afrique de l'Ouest. Qu'ils m'expliquent pourquoi l'écrasante majorité des opinions africaines et des opinions d'Afrique centrale admirent les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Pourquoi toute l'Afrique est-elle polarisée par l'AES? Si la politique que l'on mène en Afrique centrale est plus intelligente que celle de l'AES. Pourquoi tous les médias les plus importants d'Afrique centrale passent toute leur journée à féliciter le capitaine président du Faso Ibrahim Traoré, le président Abdourahmane Tiani, le président Assimi Goïta? Pourquoi sont-ils les vrais stars de la politique, même en Afrique centrale? Incontestablement parce que les peuples savent que la politique qu'ils mènent est la plus proche de leurs aspirations. Donc, c'est la politique la plus intelligente. L'intelligence ne consiste pas à tromper les siens. L'intelligence consiste à les servir et à imiter en cela celui qui nous transmet la vie et qui est le maître de nos âmes, le tout-puissant créateur. L'intelligence, qui n'est pas tempérée par la sagesse, n'est que de la malignité, de la malice, de la perfidie. Et elle conduit sous le pouvoir des ténèbres. Donc si vous êtes en Afrique centrale, dans toutes sortes de problèmes, un Cameroun où on est incapable de construire une route entre Douala et Yaoundé, vous ne voyez même pas notre jeune frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré, en train de construire 2 fois 4 voies entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Vous ne vous rendez même pas compte que Sassou Nguesso, président du Congo, Biya Paul, regarde cela, et a été incapable de le faire en Afrique centrale. C'est une honte. Vous ne vous rendez même pas compte de cela et vous continuez à dire « Ah non, 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 en Afrique centrale, on est beaucoup plus intelligent que ça. Hein? Bon, de toutes les façons, toi, Yamsi, tes idées, ça marche en Afrique de l'Ouest. » Pourtant, vous êtes les mêmes qui, le soir, prenez votre télécommande et admirez l'Afrique de l'Ouest. Ah, il a construit une très belle route. Il est en train de construire une belle route entre Ouaga et Bobo. Pourquoi on ne peut pas construire ça en Douala et Yaoundé si on est plus intelligent? Allons-y concrètement. On est plus intelligent, pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas assurer les soins gratuits aux femmes et aux enfants, comme le président Tiani est en train de le faire au Niger? Comme on est plus intelligent au Cameroun, on est plus intelligent. Donc on préfère laisser les femmes et les enfants crever parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les frais d'hôpitaux. C'est ça l'intelligence. On est tellement plus intelligent. Oui, on est très intelligent. Où sont les revenus de l'or? Qu'est-ce qu'on fait des revenus de l'or camerounais, du pétrole camerounais? Au Niger, ça sert à quelque chose. Au Mali, on voit à quoi ça sert. Le président vient de redistribuer à toutes les communes du pays la manne minière par des chèques géants. Il l'a donné, on a vu. Ça est où chez nous? Bon, on est intelligent là-bas, là, mais pourquoi ça ne se traduit pas par des choses que tout le monde aime? Non. On n'est pas intelligent là-bas. On est méchant. On est peut-être malin. On est perfide, on est malicieux. Mais la véritable intelligence politique doit être obérée et guidée par la sagesse. Elle conduit au bien commun. Donc oui, l'Afrique centrale peut s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel et ce ne sera que justice. Elle peut et doit s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel et ce ne sera que justice. L'Afrique centrale peut et doit s'inspirer de l'Alliance des États du Sahel et ce ne sera que justice.
vivement la naissance prochaine donc de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Portez-vous bien. Je vous souhaite un bon début de semaine et de bonne dernière ligne droite aux musulmans qui sont dans leur mois du Ramadan, aux chrétiens qui affrontent également leur carême et à tous les traditionnalistes africains tout naturellement. Que du bonheur à travers le monde. Je vous salue mes amis d'Europe, mes amis d'Asie et d'Amérique. À bientôt pour d'autres œuvres. À bientôt. Alors, j'espère que vous avez vu passer l'édition numéro 2 de votre programme phare hebdomadaire, l'échiquier africain. J'espère que vous avez suivi l'édition numéro 2 qui est sortie dans la soirée du vendredi 13, donnant au samedi 14 mars. L'échiquier africain, c'est une émission en 15 minutes où j'aborde 3 sujets d'actualité politique mondiale et où je résume en quelque sorte le travail d'analyse géopolitique de la semaine. C'est un format qui, me dit-on, est adapté pour ceux d'entre vous qui malheureusement n'ont pas beaucoup de temps ou alors qui n'ont pas beaucoup d'unité pour suivre les conférences longue trait d'1 heure, de 2 heures et même parfois de 3 de votre serviteur. J'ai essayé de répondre aux aspirations de ceux-là également. Beaucoup de courage à toutes et à tous. Et merci pour votre soutien. Vous savez, votre serviteur est pour le moment encore à Bamako, en attendant d'autres déplacements décisifs dont vous ne manquerez pas d'être informés. Et je vous remercie, toutes celles et ceux qui continuent de nous soutenir, au 223 76 92 15 37 par Orange Money. Merci infiniment. Bénédiction infinie sur vous et tous les vôtres dans ce mois béni. Que du bonheur. Merci.